François Mandin exploite en GAEC, avec un associé et sa femme, une exploitation de 225 hectares en fermage. Pour le matériel, il est associé à 2 autres exploitations, ce qui permet de rassembler 300 hectares. L'exploitation est en polyculture avec quelques prairies sur des terres argileuses du Marais Poitevin. L'essentiel des surfaces est constitué de terres argilo-calcaires, des groies de profondeur variable, certaines de 10 à 15 cm, très séchantes, et d'autres plus profondes, jusqu'à 50 cm. Un peu de terre de limon, plus productive. Alors, tout ce qui est terre de groix, ce sont les outils modernes qui ont permis de les mettre en valeur. Avant les années 70, dans les années 60, le père de mon associé, quand il est arrivé ici, la moitié de la ferme, c'était des ronces. Parce que c'est des terres très très séchantes, pas de réserve d'eau, et à l'époque, on n'avait pas trouvé l'eau dans des forages profonds. Et donc, c'était des fermes qui étaient avec des petites prairies, mais qui asséchaient beaucoup, pas présence d'eau, donc potentiel très faible. Depuis les années 80 et l'arrivée de l'irrigation et l'arrivée également du contrôle de l'enherbement, c'est devenu des terres productives grâce à l'eau et grâce au contrôle du parasitisme, parce que la particularité de ces sols très superficiels, c'est qu'ils ont énormément de vie. C'est-à-dire le fait qu'ils aient un taux de calcaire assez élevé avec un taux de matière organique et un taux d'argile autour de 30%, en font des sols qui se réchauffent très vite, qui ont une vie très importante. Mais pour faire de l'agriculture, c'est très compliqué. Voilà. Donc, très faible potentiel s'il n'y a pas d'eau, et très compliqué de gérer notamment tout l'aspect d'enherbement et de parasitisme. Beaucoup de taupins, de mouches grises, voilà. Il y a une vie dans les sols extraordinaire. Mais le principe de ce qui vit dans le sol, c'est que ça peut être très positif pour l'agriculture ou très négatif. Mais je tiens à le dire, les outils d'aujourd'hui permettent d'avoir des résultats économiques intéressants grâce notamment à l'eau. Nous, étant dans une zone où l'eau est en surface, que le sol est très perméable, donc l'eau qui tombe de pluie finit dans le sol très vite et dans la nappe. On a été très vite soumis à ces questions quand on s'est installé. Moi, je me suis installé en 1987. On a eu 2 années de très grande sécheresse, 89-90, plus l'année 96. Et donc, ces questions d'adapter nos pratiques à ces questions d'eau et également de transfert de ce qu'il y avait dans la terre dans l'eau, parce qu'on a des zones de captage d'eau potable, et donc on voyait bien qu'il y avait des transferts de nitrates qui se faisaient, et donc comment on peut faire pour préserver notre acte de production tout en réduisant cet impact. Et sont arrivés dans les années 90 ces raisonnements autour du travail du sol, autour de la façon de gérer l'agronomie, et c'est pour cette raison qu'en 1997, on a vendu la charrue. Le basculement vers l'agriculture de conservation des sols s'est fait progressivement et avec des motivations multiples. On s'est engagé pour plusieurs raisons. D'abord, des choix personnels. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. À la fois, moi, individuellement, j'étais engagé très jeune comme responsable professionnel sur la gestion de l'eau. Donc, j'étais très confronté à la relation à la société autour de nous, ces questions de placer l'agriculture par rapport à son milieu. Il y avait d'autres associés qui étaient très sensibles un peu à la dégradation de ce qu'ils percevaient dans leur champ, ces notions de biodiversité, parce qu'ils étaient chasseurs, ils se posaient des questions là-dessus, sur la façon d'aborder un petit peu ça. Voilà. Et il y avait le fondement, on est sorti de la réforme de la politique agricole en étant très inquiet pour notre avenir économique. Et donc, on s'est dit, il faut absolument réduire nos coûts de production, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, tout ça, ça a concouru à chercher par quelle technique on pouvait répondre à cet enjeu de produire, de gérer de l'économie, c'est-à-dire d'avoir des systèmes économes et économiquement rentables, tout en diminuant l'impact environnemental. Et dans les années 90, milieu des années 90, on travaillait en groupe, on a toujours travaillé en groupe, et à ce moment-là, on a réfléchi
dans un premier temps, à la réduction des coûts, réduire l'usage des engrais, réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques et réduire le travail du sol. Et on est rentré par là. Et en découvrant ce monde, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore aller plus loin, pas simplement répondre à l'enjeu économique, mais aussi apporter des réponses à l'enjeu environnemental. Et donc, de 1997 à 2005, on a fait ce qu'on appelle des techniques culturales simplifiées. On a supprimé les charrues, mais on travaillait à la surface, on travaillait avant de semer le maïs, on a découvert les couverts, on a loupé, on a réussi, on a réduit trop fortement l'usage des engrais, on a réduit trop fortement l'usage des phytos. On a vraiment, on était dans cette idée qu'on pouvait, grâce à la modification et à du travail du sol, obtenir plein de résultats. Sauf que très vite, on s'est rendu compte que là, entre les discours faits par PowerPoint en salle, par des spécialistes mondiaux que tout le monde connaît, et la réalité de ce qu'on vivait dans notre ferme, comment dirais-je, il y a un pas de temps qui n'est pas le même. C'est-à-dire que souvent, les experts, ils se projettent, ils expliquent où on pourrait aller, ou ce qu'ils ont vu dans leur laboratoire, ou ce qu'ils ont vu chez quelqu'un chez qui ça marche super bien. Ben ouais, mais chez nous, agriculteurs, ça ne marche pas pareil. Et donc, eh bien, depuis ce moment-là, le travail que l'on fait, c'est un travail de recherche appliquée entre agriculteurs pour arriver à mettre en lien toute cette idée qui consiste à réduire très fortement l'impact environnemental de l'activité agricole, tout en continuant à avoir un très haut niveau de production agricole, parce qu'il est essentiel de préserver une très haute capacité de production, pas simplement pour nourrir les hommes, mais pour nourrir l'environnement et la nature. Et c'est ça qu'on a découvert et qu'on essaye d'appliquer, c'est qu'on arrive à lier ces deux ambitions, produire et protéger, si on augmente la quantité de production à l'unité de surface, tout en réduisant toutes les externalités. Donc là, on est dans une parcelle, évidemment ça fait 20 ans qu'elle est en agriculture de conservation des sols. Quand on tape un peu des pieds, les grands, on va les voir sortir. Des fois, c'est plus facile à trouver. On retrouve les turicules de vers de terre. Voilà, là j'ai mon trou, et là j'ai la même chose. Et ce ver de terre là, il reste dans son trou. Une tête rouge, vous voyez, il n'est même pas adulte encore. Il n'a pas son anneau de reproduction encore. D'abord, dans nos champs, la biodiversité, c'est d'abord j'allais appeler ça, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, de la microfaune. C'est-à-dire, c'est d'abord dans les champs, quand on y va, là j'ai de la vie. Voilà. C'est des insectes, des araignées, des colamboles, des carabes. Alors là, les carabes, je ne savais même pas qu'il existait autant d'espèces de carabes de toute ma vie. On a fait des comptages, j'en ai vu des gros, des verts, des violets, des rouges, etc. Donc c'est quelque chose qui, tout d'un coup, nous explose, nous agriculteurs. C'est que là, je suis en train de semer, vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez pris des images. Eh bien, si on prenait le temps de regarder, vous verriez, c'est phénoménal. Mais vraiment, hein, en surface, c'est des trucs, quand vous avez travaillé votre sol, vous ne le voyez plus. C'est vraiment symbolique pour nous, ça et les vers de terre. Avec les cabanes de vers de terre, les turicules de vers de terre, c'est un truc qu'on voit. Et là, après, on n'a pas la compétence de voir l'impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne, comment ils disent les spécialistes, trophique ou je ne sais pas quoi. Par contre, si j'ai bien compris ce que j'ai lu ou ce qu'on m'a dit, c'est que pour que toute la chaîne fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait à manger au départ. Il faut d'abord que tout ça, ça existe. Et c'est parce que ça existe que tout d'un coup, on voit apparaître des choses. Moi, j'ai jamais vu autant de lièvres, autant de lapins, autant de perdrix, autant de faisans. Tous les oiseaux, quand on est dans nos champs, ils sont toujours chez nous, les oiseaux. Je me dis, il doit y avoir quelque chose qui les intéresse. Tout à l'heure, je vous parlais des alouettes. Alors, les alouettes, je ne les ai jamais comptées. Très menacées. Ah mais non, mais chez nous, c'est pas menacé. En agriculture de conservation des sols, et là, j'espère qu'on pourra mettre un processus de comptage avec la LPO pour voir un peu... Parce qu'on a déjà des données qui le montrent. Tiens, d'ailleurs, au Muséum d'histoire naturelle à Paris, je ne me rappelle plus du chercheur qui avait travaillé sur un plateau où il pratique l'agriculture de conservation des sols, il s'était rendu compte que c'était l'endroit où il y avait le plus de chauves-souris. Vous voyez ? Alors que moi, une chauve-souris, si je les connais, les pipistrelles, j'en ai chez moi, je les vois bien, mais je ne connais rien à la chauve-souris. N'empêche qu'on voit qu'il y a un processus qui est en train de s'opérer au niveau de cette biologie qui n'est pas la biologie, on va dire,
joli pour les gens. Les gens, ils s'en foutent de savoir s'il y a une araignée, un machin. N'empêche que, moi, je suis persuadé que c'est par là que commence tout. Et pourquoi ça marche? Et là, j'en suis sûr. C'est parce que je leur laisse à bouffer et un habitat.